voilà pourquoi. On discutera de ça tout à l'heure. Je vais très rapidement, pour ne pas prendre beaucoup de temps, vous donner quelques informations de fonctionnement. Pour vous qui êtes dans la salle, comme pour vous qui êtes à distance, vous devez commencer à avoir l'habitude de certains webinaires et visio dans tous les sens. Nous allons passer un peu moins de 2 heures ensemble. Nous aurons 45 minutes d'intervention de chercheurs, décomposées en 3 parties de 15 minutes chacune, à l'issue de laquelle nous aurons la possibilité de les questionner et d'échanger avec eux. Pour les questions, sur place, ça n'est pas compliqué, vous levez la main et un micro viendra vous voir. Pour ceux qui êtes à distance, vous avez évidemment la possibilité de poser vos questions sur le chat. Et j'ai face à moi Anastasia, qui se chargera de les compiler et de les transmettre aux chercheurs et à notre animateur. Enfin, le dernier atelier de cette masterclass, c'est un atelier qui se veut interactif et dynamique. Vous allez pouvoir répondre à des questions qui vous seront posées. Pour ça, vous avez besoin de télécharger une application qui s'inscrit. Même pas. Mon Dieu, c'est merveilleux. Pas besoin de... c'est parfait, impeccable. J'ai rien dit. En revanche, je vais continuer juste sur un point, et notamment pour ceux qui sont à distance. Si vous voulez recevoir les présentations d'aujourd'hui, vous avez pour le coup la nécessité de remplir un petit formulaire sur les 2 adresses qui s'affichent pour qu'on puisse ultérieurement vous envoyer tout ça. J'en ai quasi terminé et je vais céder le micro à René Nantua. Et c'est un vrai plaisir de le faire. René Nantua qui est un ex-directeur innovation de NTN SNR, président d'honneur de TESAM, membre du conseil d'administration de la CPME de Haute-Savoie et membre du conseil de surveillance d'Ecomédia. Et c'est aussi et surtout un ami, et je suis persuadée qu'il va pouvoir animer dynamiquement cette masterclass. Merci à vous tous. René, c'est pas le micro, c'est la zapette, mais j'en ai même pas besoin. Tu n'en as même pas besoin. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous. Lorsque Cécile m'a proposé, il y a seulement quelques jours, d'animer ce masterclass, d'abord je ne savais pas trop ce qu'était un masterclass, je viens d'en prendre un peu connaissance, mais c'est surtout le sujet qui m'a intéressé, l'innovation ouverte, parce que dans une vie que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, j'ai connu la nécessité d'aller vers de l'innovation ouverte, ce qui n'était pas du tout dans la culture de l'entreprise à laquelle j'appartenais, mais nous avons dû y aller, sous une espèce de contrainte du marché. C'était réussir ou mourir, et pour réussir, il a fallu aller vers de l'innovation ouverte. Donc le sujet m'intéresse particulièrement. À l'époque où l'exemple dont je parle à l'époque, le numérique était vraiment peu existant dans l'entreprise, en tout cas dans mon entreprise. Et du coup, c'est aussi intéressant aujourd'hui d'avoir l'apport du numérique. Et ce qui m'a convaincu également d'accepter cette animation, c'est bien sûr Cécile, qui est une amie, mais la qualité des intervenants, Rachel et Romain, qui vont, c'est certain aujourd'hui, ouvrir les esprits sur ce qui est devenu aujourd'hui une espèce de standard. Il est aujourd'hui assez illusoire, je pense, de parler innovation dans les entreprises sans s'ouvrir sur des clients partenaires, sur des fournisseurs, sur un réseau de laboratoires, sur toutes les composantes qui font qu'on donne au projet d'innovation les meilleures chances de réussir. Donc voilà, on va avoir plusieurs séquences, 3 séquences. La première présentée par Rachel, une deuxième par Romain et une troisième par Rachel. Je me permettrai peut-être parfois de les interrompre pour essayer de mieux comprendre ce qu'ils expliquent. Je me permettrai aussi peut-être de vous interpeller, ceux que je connais en tout cas, pour avoir votre réaction à chaud en direct. Voilà. Rachel. Merci beaucoup René, chers mécènes, mesdames et messieurs, évidemment avec Romain et toute l'équipe de la chaire Yopen, on est vraiment ravis de faire cette première masterclass. On voulait évidemment remercier Cécile et toute l'équipe de la Fondation puisque ça a mobilisé effectivement un peu de monde autour de cette grande première. Ce que je voulais également vous dire, c'est que la masterclass pour nous c'était vraiment important de l'organiser. C'est un lieu d'innovation ouverte et du coup on est vraiment ravis que l'ensemble des mécènes soient présents aujourd'hui.
Donc c'est une première façon très empirique de voir ce qu'est l'Open Innovation. On va, à travers cette séance, essayer de vous passer un ensemble de connaissances, mais on espère aussi que de votre côté, vous allez pouvoir nous faire part de votre expérience en la matière. Je ne vais pas m'attarder très longtemps sur notre profil. Maintenant, on commence à bien se connaître, donc simplement dire quelques mots de Romain, puisque Romain, il a une spécificité, on va dire, en recherche, c'est qu'il travaille à l'intersection, on va dire, de la technologie et du management d'innovation. Et moi, j'ai une autre spécificité, puisque je travaille à l'intersection du management d'innovation et de la responsabilité sociale de l'entreprise. Au sein de notre équipe, qui aujourd'hui est composée de plus d'une dizaine de chercheurs, on a tous un petit peu une coloration qui va nous permettre d'appréhender de manière relativement riche cette problématique d'innovation ouverte, qui n'est pas aussi simple, et on va le voir qu'il y a des problématiques stratégiques, il y a des problématiques de mise en œuvre, et ça fait appel évidemment à de nouvelles compétences également dans l'organisation. Donc sans trop tarder, voilà un petit peu ce qui va nous attendre pendant cette séance. Avec Romain et toute l'équipe de la chaire, on a choisi en fait de dérouler l'innovation ouverte en 3 volets. Premier volet, l'innovation ouverte, tout le monde en parle. On ne sait pas toujours très bien ce que c'est et on sait peut-être moins que l'innovation ouverte pour des chercheurs comme nous, c'est vraiment un nouveau paradigme stratégique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qu'on a appris jusque dans les années 2000, et notamment au travers de célèbres modèles que vous connaissez tous, qui est le modèle de Porter par exemple, les modèles de positionnement par rapport à l'environnement, tout ça, c'est en train de voler en éclats. Et donc, on aimerait avec Romain vous montrer véritablement ce que ça implique comme révolution en termes de formulation stratégique. Ça va être le premier temps et j'espère que ça va vous faire réagir et qu'on va pouvoir avoir une discussion intéressante entre nous. Deuxième temps, l'innovation ouverte, on va voir que c'est effectivement une ouverture du processus d'innovation, c'est de la collaboration et souvent, il y a aussi une question derrière qui se pose, c'est quel est le rôle des technologies numériques. Et les technologies numériques, Romain va vous l'expliquer, on n'est plus du tout sur les ICT traditionnels. Là encore, ça va générer de l'interdépendance, ça va générer de nouveaux flux, ça va bousculer les compétences et donc il va falloir penser ce rôle en lien avec l'innovation ouverte. Pourquoi? Parce que les technologies numériques, en fait, elles confortent cette ouverture, elles accélèrent encore cette ouverture. Troisième moment, c'est le plus attendu probablement à votre niveau. Vous allez voir, il y a des phrases dans le PowerPoint qui vont être vraiment un peu fortes. C'est que l'innovation ouverte, tout le monde peut en parler, tout le monde sait peut-être à peu près ce que c'est, mais personne encore a bien compris comment mettre en œuvre l'innovation ouverte. Il y a énormément d'échecs sur les projets de transformation soutenus par l'innovation ouverte, et on va essayer de voir avec vous, et c'est l'objectif de la chaire, finalement, qu'est-ce qui se cache en termes d'implémentation, quelles sont les briques nécessaires pour implémenter un processus d'innovation ouverte à l'ère du numérique de manière pérenne. On va faire un petit jeu ensemble. On va, avec Romain, essayer de vous demander quel est votre niveau de maturité en matière d'innovation ouverte dans vos entreprises. Certains seront peut-être au stade 0. Ça peut être d'ailleurs l'université, puisque Nicolas Forestier est là. Peut-être que lui, quand il va répondre à l'ensemble des questions, on va voir que l'innovation ouverte, ça existe finalement assez peu à l'université, en interne. Et puis, il y en a d'autres parmi vous qui ont déjà largement mis en place l'innovation ouverte au sein de leur structure et évidemment sont allés bien au-delà de leurs frontières. Donc, on verra en termes de maturité ce que ça va donner et on va vous expliquer du coup quelle est véritablement l'ambition de la chaire que l'on est en train de mettre en œuvre avec nos mécènes. Donc, première séquence, un cadrage sur l'innovation ouverte et sur les aspects stratégiques associés à cette innovation. Alors, certains chercheurs disent l'innovation ouverte, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est une nouvelle étiquette d'un phénomène très ancien qu'on connaît tous, c'est simplement, ça fait référence à une vision de l'entreprise que tout le monde connaît. L'entreprise, c'est un système qui est lui-même composé de sous-systèmes et qui se place dans un système plus général qui est évidemment l'environnement. Donc cette théorie des systèmes, et notamment ouvert, elle existe depuis les années 50.
Et qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Cette théorie des systèmes, elle dit, effectivement, une entreprise, pour qu'elle soutienne son avantage concurrentiel, il faut quelque part qu'elle soit en capacité de réagir par rapport à son environnement et qu'elle prenne bien en compte, finalement, ce qui se passe autour d'elle. Bon. Sauf que, en fait, c'est vrai, l'innovation ouverte reprend cette idée générale de la nécessaire interaction entre une entreprise et son environnement, mais il y a quelque chose qui va changer. Déjà, cette, on va dire, perméabilité entre l'entreprise et son environnement, elle va se passer par quelque chose qui s'appelle l'innovation. Donc, on a ici un véritable focus sur l'innovation. C'est une première différence par rapport à une théorie plus générale des systèmes. Et la seconde différence que Chesbrough, donc l'auteur phare de l'innovation ouverte, a bien marqué, c'est qu'il nous dit que l'innovation ouverte, c'est un changement de paradigme. Et vous savez, les changements de paradigme, vous les connaissez tous dans vos industries. C'est quoi? C'est un moment donné où finalement, on va penser les choses véritablement différemment. Alors pourquoi, finalement, on a quand même une rupture nette qui est apportée par l'innovation ouverte? Là encore, vous le savez, puisque vous le vivez au quotidien, le monde a changé. Le monde est VUCA. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Alors, qui connaît VUCA? Volatile, le V. Le monde est volatile. Donc, on voit bien, le temps s'accélère. On est tout le temps en train de courir, d'accord? Donc ça, c'est une vraie, je dirais, c'est quelque chose que l'on constate tous les jours. Le monde change. Nos concurrents d'hier ne sont plus nos concurrents d'aujourd'hui. Les consommateurs qui avaient des préférences particulières, tout d'un coup, ils mutent. Donc, on a cette volatilité. Deuxième chose, c'est l'incertitude. L'incertitude, oui, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de prévoir. Avant, on pouvait encore émettre des probabilités sur des scénarios. Et on sait qu'aujourd'hui, ces probabilités, elles sont plus difficiles. On n'est plus dans des situations de risque, on est vraiment dans des situations d'incertitude. Troisième chose, complexité. On a un nombre de dimensions auxquelles on doit faire face qui est tout à fait impressionnant. Donc, c'est plus qu'une histoire d'offres et de demandes. Il y a la technologie, il y a les grands changements climatiques, il y a les changements démographiques et bien d'autres choses encore qui vont affecter notre business. Troisième chose, l'ambiguïté. Ok, les faits s'adressent à nous, mais on a de plus en plus de difficultés à les interpréter et les causes même, parfois on n'arrive même plus à les isoler. Et le monde VUCA, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas tellement le traitement de chaque dimension qui est intéressante. En fait, ce que montrent les chercheurs aujourd'hui, c'est que VUCA, il montre que tout ça est interrelié. Et vous comprenez bien que lorsqu'on prend ces 4 caractéristiques ensemble, ça va produire un effet qui est très différent que si on étudiait chacune des caractéristiques isolément. Ce qu'on appelle des effets de complémentarité qui peuvent jouer évidemment négativement ou positivement, mais en tout cas, ce n'est pas la même donne. Donc le monde change, l'innovation ouverte arrive, et qu'est-ce que finalement ça implique en termes de réflexion stratégique? Là, il faut qu'on désapprenne. Il faut qu'on désapprenne ce que l'on sait. Pourquoi? Parce que traditionnellement, la stratégie, c'est quoi? On l'a tous vu, on nous l'a tous enseigné. Moi encore, mes directeurs de thèse, c'est ce qu'ils m'ont enseigné. Ils m'ont dit, quelque part, quand on fait de la stratégie, eh bien, on veut être le premier. Ça qui est important. C'est first mover advantage. Voilà. On nous a bassiné avec ça pendant de longues années. Il faut plutôt développer une stratégie seule contre tous. Oui, on va développer une stratégie seule contre tous parce qu'on a un pouvoir de marché qu'on va essayer d'exercer. Selon une stratégie bien définie, capacité à générer un plan, tout va bien. Ce plan, il est à 3-5 ans. Et puis, on va évidemment faire tout ça pour capter la grosse part du gâteau. Parce que le gâteau, il est bien identifié. Et d'ailleurs, on a une bonne appréhension de son industrie, des acteurs qui sont en présence, des substituts, des nouveaux entrants, tout ça, on voit à peu près assez bien les choses. Et puis, évidemment, in fine, la cerise sur le gâteau, qui n'est pas qu'une cerise sur le gâteau, c'est évidemment de capter ce fameux profit et donc de la valeur économique. Sauf que dans un monde VUCA, la notion même de stratégie,
elle prend un petit coup. Parce que c'est de plus en plus difficile de faire tout seul. Bah oui. Pourquoi? Parce qu'il y a du risque, donc il faut mutualiser. Et puis, comme les choses vont très vite, les compétences qu'on a aujourd'hui, peut-être qu'elles ne fonctionnent plus, hein, parce qu'elles sont très vite obsolètes. Donc, il va falloir qu'on change de braquet, comme ça on dit. Voilà, qu'on change de régime, en tout cas, et qu'on change de logique. Ce qui devient très important, c'est pas être le premier, c'est s'adapter et progresser. C'est une vision qui est plus ancrée, qui est plus sociologique. On quitte le monde de la performance et de la compétition au sens strict. On va faire avec les autres. On va plus émettre des plans à 3 et 5 ans, mais on va se donner la capacité à faire ce que certains appellent une proto-stratégie. Pourquoi? Parce que, évidemment, on va se donner des marges de manœuvre, des options pour expérimenter et pour, quelque part, se créer le moins d'irréversibilité possible. Et puis, ce qui est tout à fait essentiel, et je sais que parmi vous, il y a beaucoup d'entreprises qui sont sur cette réflexion, c'est de réinventer la valeur. Parce que là, le gâteau, il est où? Il est en miettes. Et quand on a un gâteau en miettes, eh bien, il faut recréer ce gâteau. Et vous l'avez bien compris, ce gâteau, ce n'est pas forcément au sein de votre industrie actuelle que vous allez créer. C'est souvent à l'interface d'autres industries, d'autres métiers, d'autres fonctions. Et ça interroge vraiment la manière dont on va recréer de la valeur. Et cette valeur, évidemment, elle sera économique, parce que c'est la finalité de l'ensemble de vos entreprises. Mais cette valeur économique, elle va être largement portée par d'autres valeurs non économiques, sociales, environnementales, tout ce qu'on peut imaginer derrière, sociétal, etc. Bon, Rachel, ce document bouscule quand même pas mal de certitudes chez beaucoup de gens, j'imagine, chez beaucoup d'entre vous. Moi, devoir rayer le fait d'être le premier me perturbe quand même un peu. Sans parler d'être le premier, je pense que même dans la colonne de droite, d'être le pionnier. Ça veut dire d'être le leader, de rester l'animateur et le leader sur un projet innovant. Ça donne un certain nombre d'avantages. Et ces avantages aux pionniers, plutôt que les avantages aux premiers, je pense que c'est quelque chose qui reste quand même une réalité. Alors, les pionniers, pourquoi pas, la recherche montre aujourd'hui qu'il vaut mieux être second mover dans la première vague que pionnier dans la première vague. Donc l'avantage aux pionniers, c'est quelque chose que c'est très discuté aujourd'hui dans la littérature. Très, très discuté aujourd'hui dans la littérature. Donc, évidemment, il y a des contre-exemples qu'on connaît bien, hein, avec la force de ces entreprises qui, à un moment donné, émergent et sont en capacité de créer de nouvelles industries. Mais on voit bien que ça, c'est quoi? Ça, c'est 2% des entreprises au monde. Voilà, on travaille vraiment sur l'exception. Et on recherche, on en a un peu ras-le-bol de travailler sur ce 1% ou ce 2%, parce que la réalité, en fait, elle est ailleurs. Voilà. La réalité, elle est dans le 99 ou 98% des entreprises. Mais je te rejoins dans le sens où on voit bien cette idée de first mover advantage, elle se déplace pour dire il faut être le premier à inventer. Voilà. Ça c'est effectivement, ça a beaucoup de sens. De dire qu'on n'est plus en raisonnement par rapport à un marché donné, mais on est en raisonnement par rapport à ses propres compétences et la manière dont on va les mobiliser sur le marché. Je peux continuer ? Si je peux peut-être compléter, je pense que l'aspect pionnier existe encore sur la partie de droite, mais c'est l'état d'esprit du pionnier qui change. Ouais. L'idée d'être pionnier et de partager, c'est un peu opposé à l'idée d'être pionnier pour être premier. Être premier, c'est avoir une logique de protection, une logique de compétitivité, une logique effectivement de concurrence forte en se disant « je suis pionnier, alors je dégage un avantage concurrentiel et ça me permet d'être devant les autres ». Aujourd'hui, l'innovation ouverte nous enseigne que être pionnier, c'est toujours d'actualité, mais c'est la vocation derrière à partager, à peut-être avoir un plus grand impact local, régional, international, et pas seulement cette idée de compétitivité au sens économique du terme et au sens de profit. Donc si je continue un peu là-dessus, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit que l'innovation ouverte, c'est un changement quelque part de paradigme stratégique,
où l'idée, effectivement, c'est de s'adapter en permanence pour être quelque part pionnier. Hein, et comment ça va se décliner, finalement, sous forme de principes. Donc là, bon, je ne vais pas vous faire, évidemment, la lecture complète de ce tableau, parce qu'il est un peu lourd, mais on a essayé, avec Romain, d'opposer innovation ouverte et innovation fermée. Parce que l'innovation fermée, on a cette représentation qui est assez claire dans notre tête. Hein. C'est quoi l'innovation fermée? C'est l'idée d'entonnoir, où on a des idées en interne qui émergent. Ces idées, donc, elles sont essentiellement l'affaire de spécialistes. Évidemment, le service R&D la plupart du temps. Et puis, petit à petit, on va sélectionner le projet qui devrait arriver au bout et qui devrait donner naissance à un nouveau procédé, un nouveau produit et bien d'autres choses encore. Donc, l'innovation fermée, c'est quelque part un syndrome qu'on connaît bien, je vais dans le mauvais sens. C'est aujourd'hui ce qu'on dit que c'est des entreprises qui manifestent un syndrome NIH ou NSH, où l'environnement externe représente davantage une menace qu'une opportunité. Donc tout doit être fait en interne par des gens très intelligents qu'on a d'ailleurs recrutés, et rien ne doit sortir et rien ne doit rentrer. L'innovation ouverte, c'est l'inverse, c'est de dire en fait, certes, il y a des gens intelligents dans nos entreprises, mais on n'a pas le monopole de l'intelligence. Et probablement, il y a d'autres gens qui peuvent nous apporter, d'autres structures, d'autres partenaires, qui peuvent nous apporter des briques complémentaires qui pourraient être valorisées dans notre business model. Là encore, on n'est pas sur une idée de first mover advantage, on est vraiment sur le bon business model. Ce qui est important, c'est de trouver le bon business model qui va être robuste et qui va avoir cette capacité finalement à s'adapter au fil du temps. Donc, on voit bien que l'idée d'innovation ouverte, c'est des connaissances externes qui vont arriver dans l'entreprise. C'est aussi notre capacité, nous, à valoriser nos connaissances internes à l'extérieur de l'entreprise. Donc, on est vraiment sur cette logique de double flux. Et c'est aussi une révolution un peu en termes de capture de la valeur, puisque qu'est-ce qui se passe en innovation ouverte? Eh bien, ce qui se passe, c'est que on est prêt à partager notre propriété intellectuelle, notre propriété industrielle. On considère que, quelque part, capturer ensemble peut être beaucoup plus valorisable que, évidemment, de maintenir simplement des droits de propriété en interne et de tout bloquer en interne. Donc, une fois qu'on a vu ces grands principes, qui sont des principes d'ouverture et de collaboration, eh bien, ce qui nous semblait intéressant, c'est de vous donner une définition de l'innovation ouverte. Il en existe de nombreuses. Celle-ci, c'est une des plus récentes, qui est 2014. Vous vous rappelez, Chesbrough, c'est le père de l'innovation ouverte, et il a fait lui-même beaucoup évoluer sa définition, puisqu'en 2014, il nous dit quoi? Il nous dit l'innovation ouverte, c'est un processus d'innovation distribué. Donc déjà, ce n'est plus quelque chose qui concerne uniquement la R&D, c'est quelque chose qui va se diffuser dans l'ensemble de l'organisation et à toutes les échelles. Première chose qui est importante. Deuxième chose, tout à fait essentielle, c'est que ce processus, il doit être géré intentionnellement. On ne va pas lâcher des connaissances comme ça ou prendre des connaissances dans l'air. On n'est pas dans un concept marshallien, c'est Alfred Marshall qui disait « les connaissances sont dans l'air ». Non. Ça, c'est vraiment le changement de l'innovation ouverte, c'est de dire on va gérer nos flux de connaissances. D'accord? Parce qu'il faut contrôler ça. Pourquoi? Parce que si on ne contrôle pas, effectivement, on va perdre du savoir-faire, on va perdre des compétences et puis on n'aura peut-être pas les bonnes connaissances en interne. Donc pour faire ça, on va utiliser une série de mécanismes qu'on vous présentera un peu plus tard, mais ça peut passer par des mécanismes pécuniaires, non pécuniaires, du formel, de l'informel, mais ça va être quand même géré. Et l'essentiel de la chose, c'est que ce processus d'innovation distribuée, il va être fait surtout en cohérence avec le business model de l'organisation. Si on n'a pas de cohérence entre le processus d'innovation distribuée et le business model, là, on va à l'échec. Donc maintenant, justement, ce que je voulais vous présenter, c'est finalement, c'est quoi un business model? Donc on a vu... Je peux poser une question sur le précédent? Oui. Ça laisse entendre que
d'après ce slide, ça veut dire on a une idée, on dépose un brevet, et c'est à ce moment-là qu'on peut déjà se dire, ce truc-là, je vais le développer en open innovation. Je ne me donne jamais la chance de pouvoir chance entre guillemets, j'ai bien compris, de faire un bout de chemin, déjà, en innovation interne, de façon à voir de quoi j'aurai besoin demain pour éventuellement le faire avec des partenaires. Là, on a l'impression que c'est une décision très amont, c'est-à-dire, maintenant, quoi que j'invente, je le ferai en innovation ouverte. C'est une décision qui est très en amont, et on voit très bien que dans les entreprises qui ont une maturité déjà très élevée en matière d'innovation ouverte, c'est presque un état d'esprit. Et je dirais que même la question de la capture de valeur, donc des questions de propriété intellectuelle, dès lors qu'elles sont posées de manière très amont, ça va déranger, ça va faire capoter presque le projet. Oui, parce que c'est quand même un point critique, un point essentiel. La propriété industrielle, en général, on a plutôt tendance à dire c'est mon jardin, je le protège, personne Tout à fait. On a plutôt tendance à défendre la propriété industrielle, alors que là, dans ce que tu proposes, c'est au contraire, je vais ouvrir ma propriété industrielle à ceux qui en ont besoin, quitte à partager le business. Exactement, et ces questions-là, même de propriété intellectuelle industrielle, finalement, on voit dans les entreprises qui sont extrêmement mûres là-dessus, elles se posent d'une manière assez tardive. Voilà, parce qu'il y a quelque part un climat de confiance qui s'installe, qui fait que on sait qu'il ne faut pas en discuter tout de suite et que ça sera de toute façon discuté et correctement discuté un peu plus tard. Mais c'est tout à fait juste ce que tu dis là. Donc, si on va un peu plus loin, on dit, voilà, l'innovation ouverte, c'est aujourd'hui un processus d'innovation distribuée. Il faut avoir la maîtrise des flux, mais l'essentiel, c'est qu'il faut que ça soit en cohérence avec le business model de l'entreprise. Alors évidemment, regardez pas ça, parce que ça, c'est peut-être un peu trop poussé comme réflexion. La question, c'est quoi un business model? Donc là encore, en recherche, c'est un champ de recherche qui est extrêmement vigoureux depuis, on va dire, une dizaine d'années. Il y a des publications croissantes, mais globalement, il y a un certain consensus sur le business model. Alors moi, par exemple, dans mes travaux très récents, je travaille même sur le business model des non-profits, c'est-à-dire des organisations qui ne sont pas à but lucratif. Donc vous voyez, cette notion, elle s'est vraiment démocratisée, quitte aujourd'hui à l'appliquer même sur des ONG. Bon, si on reste dans le milieu des for-profit, comme vos entreprises, un business model, il a, on va dire, 3 composantes clés. Première composante, c'est la composante contenu, content, ou proposition de valeur. C'est quoi l'idée? C'est de se dire, quand on va distribuer, finalement, ouvrir notre processus d'innovation, il faut qu'on réfléchisse en amont au périmètre et à la finalité de la valeur que l'on souhaite créer et évidemment co-créer. D'accord? Donc il y a vraiment cette réflexion en amont à faire, avec qui finalement je veux créer de la valeur et quel va être le périmètre de cette création de valeur, c'est-à-dire est-ce que je vais rester essentiellement sur une valeur économique, ou est-ce que je vais élargir cette création de valeur à d'autres valeurs de type non économique. Et on voit bien, par exemple, vous l'avez lu récemment dans les journaux, il y a des entreprises qui vont aujourd'hui relativement loin dans cette réflexion sur le périmètre de la valeur. Regardez Danone, qui a réaffirmé très clairement entreprise à mission, double finalité, donc 2 valeurs. Valeur économique, valeur sociale. Donc ça, c'est une première chose qui est très importante, c'est avec qui on va créer de la valeur et c'est quoi cette valeur créée. Deuxième élément, en lien avec l'innovation ouverte, ça c'est tout à fait fondamental, c'est la question de la structure ou ce que l'on appelle, nous, l'architecture de valeur. Comment je vais orchestrer mes ressources, mes compétences, mes salariés, mes collaborateurs, comment je vais orchestrer tout ça pour pouvoir atteindre justement cette finalité, cette proposition de valeur, mon offre de produits ou de services. Et là, on voit bien que ça va toucher un point clé, et d'ailleurs, il y a une grande variété de configurations au sein des entreprises, c'est est-ce que mon sujet, c'est d'aller juste acquérir de la connaissance externe? Est-ce que finalement mon sujet, c'est plutôt d'envoyer de la connaissance sur des partenaires externes? Ou est-ce que finalement, je vais avoir une relation, des flux qui vont aller dans les 2 directions? Et là encore, on voit qu'il
il y a de la maturité derrière qui peut être différente. Parce qu'en général, ce que font les entreprises, c'est que d'abord, elles vont plutôt acquérir de la connaissance externe, puis ensuite, pour ensuite envoyer de la connaissance à l'extérieur. Vous voyez, c'est d'abord de la connaissance qui rentre pour ensuite faire en sorte qu'elle sorte. Et les plus mûres sont dans des relations vraiment bilatérales, voire multipartenaires, où là, on voit qu'elles ont atteint la plus grande maturité. En fait, il faut acquérir moi j'ai vécu ça, il faut acquérir un minimum de connaissances internes de manière à être en capacité de collaborer avec une entreprise qui n'est pas dans notre monde. Donc ça passe par un minimum de crédibilité à acquérir sur des compétences nouvelles, de façon à pouvoir discuter avec des experts extérieurs. Tout à fait. Et quand on parle d'architecture de valeur, on voit bien qu'on va orchestrer des flux, donc selon la direction des flux, mais c'est ce que tu dis René, on va orchestrer aussi des ressources et des compétences. Et un point clé que tu soulignes, et ça on l'a bien montré avec Sandra notamment qui est présente dans la salle, c'est que si on n'a pas la capacité à absorber en interne les connaissances qui viennent de l'extérieur, nous on a montré avec Sandra qu'on a un résultat totalement contre-productif, ça va vraiment altérer, affecter négativement notre capacité à innover. C'est un truc dingue. Donc là, on voit bien pourquoi, parce que quelque part, ça va, au lieu d'améliorer, je dirais, notre socle de connaissances, ça va nous perturber. On va avoir tout un tas de connaissances à gérer, on ne saura pas comment les intégrer, les recombiner et quoi faire avec. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un élément clé, c'est finalement se doter d'un socle. Pour l'instant, on va parler de socle parce que derrière, il y a des ressources, il y a des compétences, il y a des capacités. Des rôles. Des rôles, tout à fait, parce qu'il y a des nouveaux rôles dans l'entreprise pour faire ça. Donc c'est vraiment d'ailleurs une promesse de la chaire que de regarder cet élément d'orchestration pour pouvoir être efficace dans cette nouvelle façon d'innover. Si je peux me permettre, pour acquérir ces nouvelles compétences, quand vous êtes par exemple une entreprise de mécanique et que vous voulez mettre de l'électronique dans vos produits, vous allez recruter un ingénieur électronicien qui aura un minimum de compétences, qui amène la compétence pour pouvoir parler avec des partenaires. Quand vous êtes une entreprise de mécanique et vous recherchez un ingénieur électronicien, en général, vous ne trouvez pas un bon. Parce qu'il n'a pas envie de venir se paumer dans une entreprise de mécanique. Parce qu'on ne lui offre pas de carrière possible. On ne lui offre pas un parcours possible. Et du coup, c'est déjà une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'il arrive comme un ovni dans l'entreprise. Et qu'il est perçu comme le fumeur de moquette. Et du coup, c'est très compliqué de faire cette acquisition de compétences, de la diffuser dans l'entreprise. Il y a une résistance naturelle des équipes à ce genre d'évolution. Tout à fait. Et c'est vraiment un sujet... Donc là, c'est le gros sujet et qui va exiger la mise en place, effectivement, de nouveaux mécanismes d'intégration, on appelle ça comme ça, de nouveaux rôles. On a des nouvelles fonctions qui émergent dans l'entreprise, qui sont là pour justement encourager l'innovation ouverte, changer les mentalités. Donc ça, on vous en parlera un peu plus tard. Et puis, troisième niveau, c'est celui de la capture de valeur, où là, on va regarder plus les mécanismes d'incitation et de contrôle. Ça, Romain va vous le dire dans quelques minutes. C'est vrai que l'enjeu aujourd'hui en innovation ouverte, c'est plus tellement de détenir en interne ces ressources. Parfois, c'est pas ça le sujet. C'est simplement d'avoir le contrôle dessus. Ça, c'est une question qui est tout à fait essentielle. Donc, ça va nous retourner un peu, je dirais, nos modes de réflexion, parce que jusqu'à présent, on aimait bien avoir notre voiture devant notre garage. Mais aujourd'hui, finalement, est-ce que c'est ça le sujet? Est-ce que c'est d'avoir une voiture devant notre garage? Est-ce que finalement, c'est pas plus intéressant d'avoir une possibilité d'accéder à une voiture quand on en a besoin? C'est un peu comme ça aussi l'Open Innovation. C'est ce qu'on a vraiment besoin d'avoir les ressources en interne, ou est-ce qu'à un moment donné, on peut faire appel aussi à un partenaire, un prestataire, en pouvant acquérir et contrôler cette ressource-là qui est à l'extérieur de notre entreprise. Ok, donc... Si je peux peut-être juste prolonger ton propos, Rachel, l'intérêt du business model aujourd'hui, nous on l'inclut dans la chaire parce que ça fournit une unité d'analyse de la stratégie un peu plus fine que la stratégie globale. Un peu plus épaisse. Voilà, parce que l'innovation ouverte re-questionne la stratégie, mais on ne va pas imposer aux entreprises de basculer sur un clivage fermé vs ouvert de manière parfaitement binaire.
Déjà, ce n'est pas possible. Il y a une forme de transition à opérer. La seule chose, c'est qu'on constate qu'aujourd'hui, être fermé, ça n'apporte plus rien de réellement performant parce que c'est le paradigme finalement historique, traditionnel, et on a besoin de s'ouvrir. Finalement, la question, ce n'est pas pourquoi on a besoin de s'ouvrir, vous connaissez la réponse, mais plutôt comment. Et pour éviter de basculer dans une ouverture totale qui nécessairement obligerait tout un écosystème marché à être lui-même mature pour être ouvert, on l'a aujourd'hui par exemple dans l'économie sociale et solidaire, je doute qu'on l'ait concrètement dans l'automobile ou l'aéronautique. Donc une entreprise comme celle auquel vous appartenez ne peut peut-être pas basculer sur un mode d'innovation vert à 100%. Non, puis c'est peut-être pas le sujet du tout. Exactement, et c'est peut-être pas le sujet. Par contre, un moyen de tester, expérimenter, orchestrer l'ouverture, c'est cette notion de business model. Pour incarner stratégiquement l'ouverture à travers une création de valeur avec un périmètre restreint, une finalité précise, pour proposer de la valeur sur un marché, orchestrer derrière toutes les ressources et compétences, activités, processus, partenaires et réseaux qui méritent d'être mis en œuvre et d'être connectés pour proposer cette valeur, et tester de nouvelles manières de capter de la valeur. Et c'est peut-être ça le vrai enjeu stratégique aujourd'hui, c'est plutôt de trouver ces nouveaux terrains d'expérimentation de l'ouverture, mais qui doivent forcément se penser du point de vue stratégique. Voilà, donc c'est parfait. Tu as fait une très belle synthèse, Romain, de ce que je viens de dire. Donc, comme on est en retard, puisque René est à côté de moi et dit on est à la bourre, on va tout de suite passer sur la seconde séquence, sauf si vous avez évidemment des questions. Il y a peut-être 2-3 questions un peu clés à commenter à cette étape, ou sinon, si vous préférez, on déroule et puis on aura une discussion à la fin. Est-ce qu'il y a des questions déjà dans la salle sur cette première séquence? Non? Ouais. C'était très intéressant, Rachel, bravo. Une question, en fait, que je n'ai pas bien compris, c'est on met en opposition innovation fermée et innovation ouverte, ou on le met en complément? Non, en recherche, ce n'est pas une opposition, c'est un continuum, en fait. Aujourd'hui, ce qui est montré, c'est que, voilà, de se dire on est soit fermé, soit ouvert, ça n'a pas de sens. Ce qui est important, c'est de comprendre finalement où on se situe dans ce continuum. Et surtout, l'essentiel, c'est de se dire, si je suis à tel niveau, il faut que j'ai un business model qui soit conforme finalement à mon degré d'ouverture. C'est cette cohérence entre le business model et je dirais le degré d'ouverture qui est tout à fait essentiel. C'est un principe d'alignement. Si on n'a pas cet alignement, on va avoir des soucis derrière. Ouais. Est-ce que tu pourras répéter les questions des personnes dans l'auditoire? Ouais. Ok. D'accord. Ouais. Merci Rachel, c'était intéressant. Il y a un facteur qui me semble absent ici, c'est le facteur psychologique des acteurs. Et il y a probablement une importance primordiale dans l'ouverture à l'innovation. Ouais, merci beaucoup pour cette question. Ça, c'est tout à fait juste, c'est hyper pertinent. Aujourd'hui, ce que l'on voit dans la littérature sur l'innovation ouverte, c'est que justement, ce niveau-là est absent. On a commencé, on sait à peu près ce qui se passe au niveau stratégique. Au niveau organisationnel, il manque aussi des briques, mais le niveau, je dirais, individuel et sur les aspects psychologiques, c'est carrément absent. Donc nous, dans la chaire, notre ambition, c'est aussi d'aller jusqu'à ce niveau, puisqu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire? On va interroger l'ensemble des collaborateurs, donc on sera bien à l'échelle individuelle, et à travers leur perception, on espère pouvoir déterminer quelle finalement orientation ils ont, quelle est finalement leur perception aussi en termes de culture, est-ce qu'ils ont cet état d'esprit, parce qu'il s'agit d'un état d'esprit, et on va pouvoir aller sur ces éléments-là. Mais c'est très juste, c'est vraiment le niveau qui fait défaut aujourd'hui. Ouais. Merci Rachel et merci René pour les questions aussi que tu amènes. En fait, cette approche vient aussi questionner la raison d'être de l'entreprise, sa dimension culturelle. Et j'imagine une difficulté, c'est comment s'appuyer sur son histoire, pas rompre non plus, tout en questionnant, c'est presque une démarche introspective en fait finalement de l'organisation. Oui, tout à fait. Donc Mathilde, je répète la question. Donc dans cette réflexion, effectivement, il y a une dimension historique, il y a une dimension culturelle qui est tout à fait essentielle.
Le facteur culturel, par exemple, c'est un des premiers facteurs qui a été étudié par les chercheurs. Où là, on voit bien que tout ce dont René a parlé, ces syndromes très forts de NIH, de résistance au changement, et puis la culture, c'est aussi quelque part une tradition en termes de structure, de cloisonnement, etc. Donc c'est effectivement tout à fait essentiel. Ok, donc là, on a fait le point, je dirais, plus sur les aspects définition de l'innovation ouverte et ses enjeux au plan stratégique. Et maintenant, avec Romain, on voulait absolument vous parler des technologies numériques, parce qu'il y a beaucoup de questionnements là-dessus. Alors, certains, peut-être que les technologies numériques ne vont pas vous parler beaucoup, d'autres, on sait que les technologies numériques sont partout. Et en tout cas, c'est intéressant de voir le lien entre innovation ouverte et technologie numérique. Donc, je laisse la parole à Romain voilà, pour vous expliquer ce point-là. Merci Rachel. Alors effectivement, on avait choisi dans cette deuxième séquence de parler du rôle du numérique comme vecteur d'ouverture, espace d'orchestration de l'innovation ouverte, parce qu'aujourd'hui, c'est une dimension qu'on ne peut pas ignorer. Elle est nécessairement présente à la fois socialement et professionnellement dans nos vies. On l'a très bien vu avec la crise sanitaire qui a modifié considérablement nos pratiques de travail. Et finalement, utiliser aujourd'hui le numérique ou bien revoir complètement sa stratégie pour profiter des technologies numériques, ça suppose quelque part le même changement de paradigme que cette idée de dire je passe d'un modèle très fermé, très protecteur, très orienté sur la prévision des choses et la planification vers un modèle plus ouvert et en même temps plus réactif et quelque part beaucoup moins prévisible. Alors juste peut-être pour être d'accord, parce qu'en 15 minutes, aborder l'ensemble des technologies numériques, c'est absolument impossible. Mais on souhaitait quand même avec Rachel faire une distinction aujourd'hui. Même si elle vous semble un peu brutale, elle a le mérite aujourd'hui dans la littérature d'être assez claire pour faire le distinguo entre ce qu'on entend par technologie numérique et technologie de l'information et de la communication, ou les IT traditionnels. Et pour ça, la différence est simple. On considère que la technologie numérique préexiste à l'extérieur des frontières de l'organisation. Et donc, on va avoir un mécanisme d'aller chercher cette technologie, qui ensuite, bien sûr, peut être couplée à des IT internes, mais qui n'est pas forcément pensée au départ pour épouser précisément les spécificités organisationnelles. Ce qui est un petit peu l'opposé de l'IT. L'IT en interne, que ce soit un logiciel de gestion intégré, un CRM peut-être développé spécifiquement pour l'entreprise, rentre dans la vision classique des technologies de l'information et de la communication, et finalement, c'est l'entreprise qui l'héberge en interne. Alors bien sûr, aujourd'hui, le croisement entre les deux se fait de plus en plus opaque, plus flou, puisque les technologies du cloud, les technologies aujourd'hui qui permettent à une entreprise de bénéficier de plateformes comme des services, de software comme des services ou des infrastructures hébergées à l'extérieur de l'organisation, modifient un peu ces frontières. Mais en tout cas, cette vision a le mérite d'être assez claire. On suppose que ça préexiste à l'extérieur de l'organisation. Et nécessairement, ignorer le numérique, c'est beaucoup plus dommageable que d'essayer de l'accueillir et de l'intégrer concrètement. Ensuite, le mettre à profit pour s'ouvrir et pour innover, c'est une autre question. Mais on aborde ici la question du comment, finalement. Comment être innovant? Comment s'ouvrir avec les technologies numériques? Et ça suppose, comme l'a dit Rachel précédemment, d'incarner ça aussi dans la stratégie. Parce qu'on a tous en tête des entreprises qui ont refusé le passage au numérique, comme Kodak, certaines qui l'ont rattrapé de très peu, comme la Redoute, d'autres qui l'ont concrètement embrassé, comme La Poste, avec derrière la création de nouveaux business models, une réorganisation complète au niveau territorial, une modification aussi des ressources et compétences dans leur métier, concrètement, et une modification de la culture. Ce qui rejoint effectivement la question de Jean-Yves sur, finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi des barrières psychologiques? Et évidemment, on les voit aujourd'hui, rien que dans l'usage des technologies numériques, cette barrière-là est présente. Tout le monde n'est pas forcément aussi intuitivement à l'aise avec l'usage des technologies numériques en fonction, là aussi, de la position de la génération, mais aussi en fonction de ses barrières psychologiques propres. Et oui, transformer l'entreprise pour être numérique suppose une modification de la culture et aussi des individus. Les effets aujourd'hui de cette transformation numérique, et on parle bien de transformation, je ne suis pas forcément très adepte du terme de transition, puisque la transition implique un état initial et un état finalement achevé, abouti. Le numérique étant en constante évolution, à mon sens, aujourd'hui, se dire qu'on est finalement enfin arrivé à un stade d'entreprise numérique n'est pas réellement pertinent. Donc la transformation, elle est permanente. Et elle le sera davantage, elle va continuer à s'accélérer dans le monde que l'on connaît aujourd'hui. Donc en entreprise, dans les organisations, ce numérique crée de nouvelles interdépendances
On va choisir de s'équiper avec des technologies de cloud, de big data, de blockchain peut-être, qui vont permettre à l'organisation de devenir plus efficace, plus réactive, plus agile et aussi plus ouverte. On a bien une refonte verticale de l'organisation. Transformer l'organisation de manière numérique, ce n'est pas simplement adopter des technologies pour les utiliser ou pour optimiser des fonctions métiers. C'est bien derrière une refonte complète de la stratégie, de l'organisation, du management, des processus, de l'opérationnel et du comportement même des individus. C'est énorme. C'est énorme. Parce qu'un changement de culture dans une entreprise, c'est une génération. Et c'est pour ça que je trouve que l'exemple de La Poste est réellement illustrant en France. C'est vraiment une entreprise qui a créé une division de la transformation numérique, qui a changé même le rôle du postier, qui aujourd'hui fait sa tournée avec une application qui s'appelle Factéo, ou qui n'a plus du tout la même appréhension de son métier, comme celui je sais pas vous, mais je trouve pas que le courrier soit mieux distribué qu'avant. Hein, mais... Oui, c'est ça l'intérêt aussi, de questionner la performance de tout ça, mais en tout cas, on ne peut pas ignorer cet aspect refonte. Et bien sûr, comme le disait Rachel juste avant, ça change aussi la notion même de détention des ressources. Quand on regarde aujourd'hui le succès d'Airbnb, c'est assez intéressant de constater qu'Airbnb ne possède pas sa communauté, ne possède pas les logements qui sont proposés. Et donc le numérique change aussi cette vision traditionnelle de, finalement, pour être le premier, je dois posséder des ressources rares et inimitables, que les autres ne doivent pas posséder, et je dois les détenir en interne. Aujourd'hui, l'ouverture véhiculée par les technologies numériques renverse un petit peu cette vapeur en disant le plus important, c'est peut-être juste d'avoir accès à des ressources et de les contrôler, et de les mettre à profit pour que finalement, ce soit ces ressources extérieures qui travaillent presque à ma place. Donc on a vraiment un changement là aussi stratégique, organisationnel, au niveau des ressources, qui implique des effets pour l'organisation. On peut même mettre dans ce raisonnement-là le télétravail. Complètement. Quand on éclate les lieux de création de valeur, ça veut dire on ne demande plus aux collaborateurs de venir à l'intérieur de l'entreprise. Ils peuvent être créateurs de valeur pour l'entreprise en étant chez eux ou dans un lieu spécialisé ou à des milliers de kilomètres. Ouais, et puis c'est ça aussi l'ouverture. Et on a des organisations aussi, des entreprises qui vont très loin dans la gestion finalement de leurs salariés, puisque en fait c'est une forme d'ubérisation, hein. C'est des sociétés en fait qui sont un collectif d'entrepreneurs. On peut aller très loin Après c'est la question de la cohérence, hein, encore une fois. Exactement. Avec évidemment le modèle d'affaires. Alors dans les quelques exemples qui montrent que la transformation numérique, on a bien ce terme de transformation. C'est des exemples que peut-être vous connaissez bien évidemment, comme IBM, General Electric, la réorganisation des processus internes d'innovation pour des gains d'efficacité. C'est les dimensions aussi de crowdsourcing de l'entreprise Lego qui met à disposition des plateformes gigantesques de prototypage de nouveaux modèles Lego pour ensuite permettre aux utilisateurs d'innover eux-mêmes pour le compte de l'entreprise. C'est des nouvelles formes de coordination chez BMW, CFA, Tesla, qui finalement permettent à un écosystème de s'orchestrer avec des phénomènes de coopétition, avec des phénomènes de partenariat, de co-développement, de co-création, de co-innovation. Et bien sûr, la construction de plateformes aujourd'hui numériques multifaces, comme le montrent finalement les exemples Airbnb, Uber, Amazon, où l'intérêt, c'est plus de rassembler des groupes d'utilisateurs, des groupes de clients, des groupes de partenaires qui peuvent s'apporter mutuellement de la valeur à travers une plateforme standard qui va finalement faire office d'intermédiation. Et dans cette perspective-là, le numérique finalement orchestre des relations, orchestre des effets de réseau, et on peut aboutir à de l'innovation grâce à cette ouverture. C'est l'effet des communautés qui peuvent se créer, des communautés d'intérêt pour un produit ou un service. Exactement. Et ce genre de stratégie de plateforme finalement numérique, on observe une recrudescence assez forte dans des économies nouvelles, économie collaborative, économie du partage, économie sociale et solidaire, et montre bien que le numérique, les technologies numériques peuvent être un vecteur assez puissant d'ouverture et donc d'innovation derrière. Quand on est décolleteur dans la vallée de l'Arve, peut-être qu'on a un peu de mal à comprendre ça, non? C'est possible, effectivement. Et encore, je suis assez persuadé qu'on pourrait trouver des perspectives assez novatrices pour mettre un petit peu de numérique et de collaboration dans cette industrie. Donc finalement, et c'est très bien que je sois un peu plus rapide sur cette séquence pour rattraper notre retard, quand on parle de transformation digitale, transformation numérique dans les organisations, il faut réellement prendre en compte deux paramètres extrêmement importants. Déjà, la manière et les modalités
qui vont permettre à l'entreprise, via le numérique, de co-créer de la valeur, de co-générer de la valeur et de la délivrer. C'est-à-dire re-questionner même cette idée d'accès au marché, cette idée d'accès à ce que j'ai envie de créer comme valeur. Quand on regarde aujourd'hui la plateforme TripAdvisor, la valeur se situe dans les utilisateurs et leurs commentaires. Quelle est la modalité pour ensuite permettre cette génération par les utilisateurs? L'élaboration de boîtes à outils numériques. Allez outiller aujourd'hui des clients qui, au départ, ne sont pas censés travailler un peu pour vous, mais néanmoins vont apporter une contribution très intéressante et vont le faire de manière complètement intrinsèque, motivée, volontaire, parce qu'eux-mêmes y trouvent une satisfaction. Bien sûr, on a toujours les effets, des effets indésirables, des perspectives de modération bien sûr à mettre en œuvre, mais la question même de se dire comment l'entreprise peut accéder à des ressources externes qui peuvent lui apporter de la valeur, ça c'est une première dimension de la transformation digitale. Ne plus penser... Ça marche quand même bien en B2C, ça. Ça marche effectivement bien en B2C, mais... En B2B, c'est peut-être un peu plus compliqué. L'entreprise Schneider, qui a lancé sa plateforme il y a 2 ans d'Exostructure, qui rassemble tous ses partenaires, sous-traitants et fournisseurs, avec des détecteurs dans des nouveaux immeubles connectés pour réussir à identifier les pannes en temps réel et faire intervenir les bonnes personnes au bon moment, montre que ce type de plateforme, cette idée de dire la connexion peut créer plus de valeur que si je reste seul dans un modèle planifié, ça a de l'intérêt. Et la deuxième dimension, c'est le scope, c'est-à-dire finalement le degré ou le périmètre d'application ou le périmètre d'implémentation de cette transformation digitale. Là aussi, l'idée n'est pas de dire que l'entreprise doit fondamentalement changer et s'orienter vers des stratégies plateformes. Ça va essentiellement dépendre de son historique, ce qu'on appelle sa dépendance de sentier, la succession des décisions historiques qui le mènent aujourd'hui à fonctionner de telle et telle manière, mais aussi les individus, bien évidemment, la force motrice de l'entreprise et sa capacité peut-être à aller vers une nouvelle culture, des nouvelles stratégies. Et sur cet aspect scope, on a globalement 3 niveaux. Le niveau, on va dire, numéro 1, c'est-à-dire l'optimisation des process existants grâce au numérique pour forcément capter plus de valeur, soit par des processus big data, soit par une meilleure connaissance des clients, une meilleure connaissance des fournisseurs, et finalement arriver à beaucoup plus d'agilité et d'adaptation. Donc faire en sorte, comme le fait par exemple Zara, qui autonomise chacun de ses points de vente comme des sources de collecte de données en temps réel pour ensuite donner du feedback aux designers et aux stylistes afin de créer des micro-collections qui bouleversent complètement l'industrie du textile qui généralement a un time to market de presque 1 an. Et Zara derrière, certes a acheté ses avions pour maîtriser le système logistique, mais réussit quand même à développer jusqu'à 40 000 modèles par an avec des micro-collections qui peuvent être livrées avec un time to market entre 6 et 8 semaines. Et cet aspect ouverture, plateforme, là aussi donne beaucoup plus de rapidité. Et elle ne possède pas ses usines, bien sûr. Et elle ne possède pas ses usines, effectivement. Le deuxième niveau, c'est réussir à profiter des technologies numériques, mais avec des membres et des acteurs de son propre écosystème. Donc chercher des complémentarités de valeur, chercher des nouveaux partenariats peut-être à l'extérieur même des frontières de son industrie. Imaginez d'autres sources de création. Et là, Google et la société Alphabet est quand même un assez puissant exemple. Aller s'implanter, se polliniser, voire se coloniser dans d'autres industries en utilisant le numérique comme force motrice. Et bien sûr, le dernier stade, c'est vraiment cette stratégie plateforme. Faire que l'entreprise elle-même soit incarnée à travers une plateforme numérique qui peut s'autonomiser elle-même, qui peut créer un cercle vertueux comme on le constate avec Airbnb, comme on le constate avec Amazon, avec même eBay ou d'autres plateformes de ce type. Donc finalement, qu'est-ce qu'on retient de cette deuxième séquence? Le numérique implique nécessairement une diversité d'intégration des technologies, c'est-à-dire que votre transformation sera forcément spécifique en fonction du type de technologie que vous intégrerez ou que vous choisirez d'intégrer pour derrière en tirer des bénéfices et des profits. C'est effectivement différent aussi selon le scope de cette transformation. Est-ce qu'on reste sur un mode intra-orga? Est-ce qu'on est interorganisationnel dans son industrie ou carrément à un niveau aussi inter-industrie? Le numérique implique bien sûr de nouvelles modalités de création et capture de valeur, donc ça change un peu la logique de l'entreprise. L'idée n'est plus de dire comment moi-même en interne je peux être capable d'apporter de la nouveauté, mais plutôt quel type de valeur je peux accéder à l'extérieur pour générer cette nouveauté et pour produire de l'innovation. Et là, on va avoir de nouvelles réflexions à intégrer dans la stratégie ou dans l'organisation. C'est cette question d'efficience. Si aujourd'hui mes employés avec du home working, du coworking
voire même en accédant à des communautés freelance qui se partagent entre différentes entreprises, je vais être plus efficient, pourquoi pas? Jouer aussi sur les effets de réseau. La manière de connecter des groupes d'utilisateurs complémentaires ou des groupes de clients pour profiter parfois de l'augmentation d'un flux sur une face afin de contribuer à l'autre. Le modèle d'Airbnb en est aussi un bon exemple. Plus on va avoir de personnes qui créent et proposent des logements, plus les voyageurs vont être naturellement attirés par ce service. Et plus derrière, on va pouvoir profiter de transactions démultipliées sur lesquelles le prélèvement de la commission assurera un chiffre d'affaires intéressant. Comment on peut impulser ce genre de transformation? Ce n'est pas de la responsabilité d'un DSI. Ça va bien au-delà, effectivement. Ça va bien au-delà. Et comment on peut impulser auprès d'une direction générale, d'un président de société, comment impulser ce genre de transformation? Comment faire comprendre qu'il faut y aller? Alors, les travaux en gouvernance des systèmes d'information axés sur la transformation numérique sont unanimes. Le dirigeant de l'entreprise doit parfaitement être aligné avec la direction des systèmes d'information. C'est déjà, si j'ose dire, le premier binôme d'amour qui doit réfléchir à cette transformation numérique, avant ensuite d'anticiper bien sûr l'implication des utilisateurs. Oui, une question. Dans la continuité, j'ai une question sur votre slide précédent. Ah, pardon. Voilà. Dans la partie transformation, le scope de la transformation, ça doit se faire par étapes ou on peut aller directement à la troisième étape de transformation sans avoir fait la partie interne que vous expliquiez tout à l'heure? On peut très bien se dire on va générer un business model nouveau avec une logique de plateforme. La seule chose, c'est qu'on va devoir mettre en œuvre peut-être beaucoup plus de modalités organisationnelles, numériques et stratégiques que si on commence juste par les process. Mais effectivement, on n'est pas obligé de passer par les 2 étapes précédentes. Ouais, en fait, c'est bien 3. C'est pas forcément, tu n'es pas obligé de passer par des phases. Tu vois. Ce qui est important, c'est quand tu penses ton business model en termes notamment de proposition de valeur, on en a parlé tout à l'heure, c'est de se dire, voilà, avec qui je vais créer de la valeur. Tu vois. Et ça correspond tout à fait au scope de la transformation. En fait, ma valeur, là, la valeur, là, elle est clairement créée avec un ensemble de partenaires, de parties prenantes. Et donc, l'essentiel, c'est du coup que ça soit aligné avec ton business model. Alors, pardon, je ne vais pas monopoliser la parole, mais ça veut dire dans ces cas-là que le nouveau business model doit s'appliquer à toute l'entreprise ou est potentiellement applicable à seulement un ou des secteurs de l'entreprise? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une... Non, ça, c'est une... non, les autres n'étaient pas mauvaises, mais effectivement... C'est la question, est-ce que c'est un business model, d'accord, ou est-ce que ça peut être plusieurs business models en fonction, évidemment, des DAS. Bon. Ça peut être plutôt plusieurs business models. Et là, on a une expérience justement avec une entreprise dans le cadre de la chaire, c'est assez intéressant. Tu as un business model général qui embarque la transformation, on va dire, de toute l'entité. Et après, tu as des BM plus locaux. Tu vois l'idée? Et là, ça s'emboîte. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des stratégies de portefeuille, de business model, qui exploitent des activités traditionnelles avec une stratégie planifiée, bien déterminée, partage du gâteau, approche traditionnelle, et d'autres business models un peu plus novateurs qui exploitent le numérique. Quand on regarde aujourd'hui Google, Apple, Microsoft, ils sont sur des portefeuilles quasi similaires d'un point de vue architecture. On va avoir une plateforme numérique centrale, multiface, qui va connecter grâce au développement d'applications des communautés de développeurs, des clients, mais aussi des éléments B2B. Donc on va avoir des solutions numériques qui vont se créer sur ces types de plateformes. On va avoir des business models derrière plutôt sur le software et d'autres sur le hardware. Et finalement, alors que certaines activités sont gérées traditionnellement parce que l'industrie résonne de manière traditionnelle, on a d'autres vecteurs stratégiques qui, eux, sont beaucoup plus ouverts et potentiellement plus innovants. Et donc, ça veut dire qu'on peut avoir cette gestion hybride. L'idée n'est pas de dire que l'un est incompatible avec l'autre, mais plus de se questionner sur le périmètre de cette ouverture via le numérique. Ouais, et l'articulation surtout. On a 2 questions venant de l'extérieur. Quid Gens qui sont en ligne. Il y en a une qui est relative à la séquence 1, donc je pense qu'on peut la prendre quand même. Quid des investisseurs qui investissent sur des brevets bien fermés et non sur de l'innovation ouverte? Ouais, ça soulève la maturité même de l'industrie. Si l'industrie résonne de manière extrêmement classique et qu'on souhaite développer de l'ouverture,
on doit forcément se questionner sur en face qui sont capables eux aussi d'être ouverts. Finalement, l'innovation ouverte fait un peu penser aussi au changement de paradigme dans la gestion de projet avec les nouvelles manières de gérer les projets de manière agile. L'agilité, c'est avant tout une culture, une forme de travail qui doit s'incarner dans l'individu, dans les acteurs. Et si on veut gérer un projet de manière agile, il faut aussi que le client soit agile. Donc on pourrait peut-être répondre à cette question en disant, si aujourd'hui on veut s'ouvrir avec des acteurs, il faut supposer que les acteurs sont prêts à être ouverts pour que du coup, l'échange gagnant-gagnant, la collaboration et la création de valeur se fassent correctement. Si bien sûr on est sur des approches traditionnelles, on peut là avoir des freins. Deuxième question, comment mesure-t-on la confiance-méfiance et comment mieux installer un climat de confiance entre partenaires d'innovation ouverte? Ouais, donc ça c'est la question un peu... C'est une merveilleuse question, puisque voilà, là on est réellement dans le comment. Ouais. On est réellement aujourd'hui sur une des limites notamment des recherches en management de l'innovation ouverte, parce que finalement, s'ouvrir c'est faire confiance. Et c'est pour ça que c'est complètement opposé de cette idée assez même militaire de dire je combats seul contre tous et je vais faire en sorte de me protéger. Là au final, j'ouvre mes ressources, j'ouvre potentiellement ma propriété intellectuelle. Je laisse même peut-être à certains clients ou utilisateurs finaux un pouvoir sur le contenu qui va être créé ou sur la valeur qui va être créée. Nécessairement, ça nécessite des mécanismes de confiance, des mécanismes aussi de contrôle, et c'est un des objectifs de la chaire, justement. D'aller questionner voilà, cette notion individuelle, ces relations de confiance, comment est-ce que se développent, est-ce qu'on peut oui ou non les encadrer? Aujourd'hui, très clairement sur les plateformes multifaces, une manière de générer la confiance, c'est justement d'avoir des principes de modération et des boîtes à outils qui sont contraignantes. Si je vais créer une expérience touristique sur Airbnb, avant de la créer concrètement, je vais avoir un tunnel d'accompagnement pédagogique où Airbnb me dit ce qu'elle attend de moi et ce qu'elle n'attend pas de moi. Et derrière, j'ai forcément un processus de validation qui permet à l'entreprise de voir si la création de valeur est conforme à son standard de qualité. Donc là, j'ai une manière déjà de vérifier si oui ou non on peut avoir des dérives. Derrière, les modèles de modération permettent de réduire ces dérives, permettent derrière d'avoir finalement des gens qui jouent le jeu. Ou même parfois qui sont investis eux-mêmes de la modération, comme ça se fait souvent dans les industries du divertissement comme le jeu vidéo. Cette question rebondit un peu sur le sujet de la relation client-fournisseur. Oui, on peut imaginer que l'innovation ouverte se fait quand même préférentiellement, on pourrait le dire, avec des fournisseurs en qui on a confiance. Et donc ça pose vraiment la question de la qualité de la relation client-fournisseur, qui n'est pas une relation de sous-traitance, mais plutôt de coopération intelligente. Bah ça, en fait, parce que la question très précisément, c'est comment mesure-t-on la confiance, comment on la mesure, cette confiance. Donc nous, aujourd'hui, on a des outils pour mesurer ça. C'est effectivement en fonction de l'horizon temporel court terme versus long terme. Donc, est-ce c'est des partenaires qu'on va solliciter essentiellement à court terme ou est-ce que c'est une collaboration qui va nous mettre dans une trajectoire à plus long terme? On a aussi des réflexions sur la contractualisation. Des relations de confiance, on a beaucoup plus d'informels, on a moins de contrats. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de contrat, mais le contrat, en fait, va pas être un prérequis, effectivement, en amont. C'est d'abord de la confiance, donc des mécanismes informels qui vont se mettre en place. Alors, vous allez voir tout à l'heure, dans le quiz qu'on va vous faire il y a cette question de comment on entre en collaboration quand on est dans l'innovation ouverte. Et on va vous proposer, justement, ces différents scénarios pour essayer de comprendre dans quelle mesure on est plutôt sur de la confiance ou plutôt sur de la méfiance. Donc, ça sera l'occasion, justement... Je vois Cécile qui s'agite sur ton siège. Abid Rachel, sur l'intégration des questions d'IO dans la formation initiale des étudiants. Alors, moi, j'ai un cours, donc on me pose la question sur quel enseignement de l'innovation ouverte au niveau des étudiants. Donc moi, l'innovation ouverte, je l'enseigne en première année de licence, avec des choses qui sont déjà relativement abouties, et je l'enseigne au niveau doctorat à l'Université Paris-Dauphine, sur des aspects beaucoup plus pointus, et notamment qui touchent au comment. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, en tant que prof, on va dire, en introduction à la gestion ou prof de spécialité
en théorie de l'innovation, par exemple à Dauphine, l'innovation ouverte, elle fait partie de mes enseignements parce que je considère que l'innovation ouverte, c'est évidemment une nécessité. C'est un peu ça l'idée qu'on a envie de vous communiquer avec Romain. On le sait, c'est une nécessité, mais la vraie question aujourd'hui, c'est comment la mettre en œuvre, et c'est tout l'intérêt de la chaire qu'on a développée avec la générosité des mécènes qui sont parmi vous. Bien, on va passer à la troisième séquence. Donc voilà, troisième séquence, c'est justement de faire un peu un point, un état des lieux par rapport à ce qu'on a abordé. On va vous proposer en fait un quiz qui, quelque part, va chercher à comprendre quel est le niveau de maturité que vous avez atteint en matière d'innovation ouverte et transformation numérique. Mais avant cela, en fait, avec Romain, on avait envie de vous donner un peu deux phrases choc. Première phrase choc, c'est celle de Libert qui nous disait qu'on a beaucoup d'échecs dans le cadre de projets de transformation numérique, mais aussi de projets, on va dire, d'innovation ouverte, puisqu'on a voilà, entre 66 et 84% des projets qui échouent. Et puis, on a pris la parole d'un dirigeant, qui est celui de PwC, qui montre qu'en fait, une des sources d'échecs qui est extrêmement importante, c'est justement le comment et la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on a un discours stratégique et on peut avoir voilà, les choses bien écrites sur le papier, mais la mise en œuvre, c'est une autre histoire. Et je crois que les mécènes sont là justement pour cette problématique de mise en œuvre. Donc, on s'est dit, dans le cadre de la chaire, comment aider ces entreprises à engager leur transformation et à la rendre pérenne, sachant qu'on a différents types de transformations. Certains vont être plus sur des transformations, je dirais, sociales, certains plutôt sur du digital, d'autres qui vont plutôt être simplement dans l'innovation ouverte, générer de la collaboration et de l'ouverture. Et on s'est dit, un élément intéressant pour faire progresser l'ensemble voilà, des parties prenantes avec nous, c'est de créer un modèle de maturité. Pourquoi? Parce qu'un modèle de maturité, comme vous voyez, en termes de définition, c'est une méthode qui va permettre d'analyser, de comparer, d'engager, de faciliter et d'améliorer en continu un processus d'innovation ouverte. Donc nous, ce qu'on aimerait vraiment mettre en place, c'est le premier modèle de maturité pour l'innovation ouverte. Il y a deux types d'avantages, et j'en ai oublié un, et c'est le plus important. J'ai pensé ce matin en prenant ma douche, mais je me suis dit, oui, j'ai oublié le truc essentiel. Donc, je vais vous donner le troisième avantage en direct. Premier avantage, c'est voilà, un état des lieux, et vous avez vu, c'est un peu l'idée qu'on a eue avec Romain, c'est de savoir, c'est très important de savoir où vous en êtes, pour être en capacité, quelque part, de mettre les bonnes composantes du business model en face. Donc, il faut faire cet état des lieux pour pouvoir voir après quelles sont je dirais, les voies de progression. On est dans le paradigme adaptation et progression, donc état des lieux pour progresser. Deuxième avantage, c'est la dimension comparative du modèle de maturité. Quand on a un modèle de maturité à l'échelle d'une organisation, on va pouvoir comparer les perceptions entre collaborateurs au sein d'une même unité, entre unités, entre l'entreprise et éventuellement des partenaires, entre des entreprises tout à fait différentes. Ça, c'est intéressant parce que ça va nous donner, moi je dis toujours, c'est intéressant d'avoir une moyenne, mais l'écart type est encore plus intéressant. Comment ça varie? Et finalement, pourquoi ça varie? Pourquoi je vais avoir tel salarié ou tel groupe de salariés impliqués dans un projet qui va plutôt manifester une orientation vers l'open innovation? Pourquoi d'autres salariés vont exprimer des réticences? Ça, c'est pour nous tout à fait essentiel. Et l'autre avantage que j'ai oublié de vous donner, c'est qu'on dit qu'un modèle de maturité, il a une capacité à, quelque part, générer de nouvelles, justement, capacités de salariés, de dirigeants, de managers. Ce qu'on appelle les capacités dynamiques. Dynamic capabilities. En fait, dès lors qu'on a un modèle de maturité, on va encourager les salariés, les managers, à saisir des opportunités. On va les inciter à résoudre des problèmes. Et troisième dimension, on va les inciter à aligner les bonnes ressources par rapport à l'état des lieux qu'on a généré. Vous voyez?
Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important dans une entreprise. Pourquoi? Parce que les dynamic capabilities, donc capacité à saisir des opportunités, capacité à résoudre des problèmes et capacité à aligner des ressources, c'est la réponse pour faire face au monde VUCA. Donc là, on descend au niveau de l'individu. Voilà, là, on descend au niveau de l'individu ou du groupe d'individus ou du groupe de dirigeants. Après, évidemment, c'est à l'entreprise de voir dans quel cercle va être approprié cet outil dit de maturité. Comment ça se présente, le modèle de maturité? Modèle de maturité, c'est très simple. On va le mettre en route 2 fois, nous, auprès de nos mécènes. On va diffuser un questionnaire dans le périmètre qui va être discuté avec nos mécènes, d'accord, une première fois, pour avoir cet état des lieux. Et 18 mois après, on va refaire ce questionnaire auprès du périmètre, le même périmètre, les mêmes individus, et on va pouvoir évidemment analyser les écarts et si effectivement on a eu adaptation et progression. Mais le premier état des lieux qu'on va donner là en début d'année prochaine, ça va être très pertinent. Parce que ça va être des résultats qui vont pouvoir être discutés au sein de différents groupes, au sein de différents périmètres, à différentes échelles. Et donc là, on va pouvoir identifier les facteurs psychologiques, organisationnels, managériaux, stratégiques, peut-être environnementaux, qui quelque part créent de la résistance et empêchent la progression. Le problème que l'on a, et c'est pour ça qu'on travaille, très peu de modèles de maturité jusqu'à présent. Alors il y en a un qui est un peu plus inspirant, c'est celui de Podmetina, d'ailleurs qui n'est pas en 2010, qui est en 2019, mais il n'est pas du tout opérationnel. C'est une espèce de grande dimension qu'il convient de prendre en compte pour créer ce modèle de maturité. Donc ça ne nous va pas. Et surtout, ce qui est très gênant dans cette affaire, c'est ce dont on a discuté jusqu'à présent. Les modèles de maturité existants pour l'innovation ouverte ne prennent pas en compte la problématique de l'alignement avec le business model, première source de problème. Deuxièmement, n'appréhendent pas bien le rôle des technologies numériques et on pense que c'est tout à fait fondamental. Et c'est ce dont on parlait. Très peu de choses sur les déterminants. On a un co-auteur avec Sandra qui s'appelle Fariborz Damanpour qui parle de people innovation. Voilà. Ça, c'est pas pris en compte. C'est quoi? C'est toutes ces pratiques de mobilisation qui vont permettre d'augmenter le taux d'engagement, si j'ose dire, de vos collaborateurs dans cette innovation ouverte. Et puis, évidemment, les problématiques culturelles dont on parlait tout à l'heure. Donc, nous, notre objectif, c'est un peu de mettre en place un modèle de maturité qui prenne en compte toutes ces, je dirais, ces dimensions fondamentales, et évidemment de rentrer très profondément dans l'organisation pour essayer de comprendre comment l'adaptation va se faire. Donc, petit aperçu de ce modèle de maturité, on aimerait vous poser 8 questions fermées et 2 questions ouvertes pour voir où vous en êtes, justement, en termes de maturité, relativement donc aux questions d'innovation ouverte et de transformation digitale, numérique. Donc, je te laisse la parole, Romain, pour... Donc, vous allez voir, c'est très simple. On vous donne ici 2 manières de vous connecter à ce questionnaire en ligne. Donc, soit vous connectez sur le site wooklab.com/yopen en majuscule, soit envoyer @yopen au numéro qui est indiqué juste là. Avec son téléphone, voilà. L'objectif, vous allumez vos données mobiles et vous pouvez accéder au réseau sans problème. Derrière, c'est moi qui vais manipuler les questions. Et ensuite, on va voir en temps réel quelles sont vos réponses. Et bien sûr, ça marche également pour ceux qui nous suivent à distance. Alors évidemment, les résultats, ils auront moins de sens ici parce que vous êtes très hétérogène. Donc on va avoir voilà, des points moyens sur une population qui est très très hétérogène. Ça ne va pas beaucoup vous parler, mais bon, ça peut être toujours intéressant de se dire, tiens, parmi, on va dire, des grands décideurs, finalement, qu'est-ce qui se passe, quoi? Il y a au moins là, j'attends juste un petit peu parce qu'on voit que le nombre de connexions augmente. Et il y a aussi une précision, puisqu'on est très sensible à la politique numérique, y compris RGPD. Sachez que cette application, ou cette solution est une solution belge avec un hébergement des données donc, en Angleterre, ce qui veut dire qu'on respecte parfaitement la politique RGPD. Vous verrez qu'il y a une question.
la deuxième question qui vous demandera votre adresse email. Pourquoi? Parce qu'on souhaiterait vous envoyer un espèce de diagramme radar qui finalement synthétisera vos réponses par rapport aux questions posées relatives au niveau de maturité. Si vous souhaitez avoir ce radar, n'hésitez pas à renseigner votre adresse email. Si pour une raison X ou Y, vous ne souhaitez pas renseigner votre adresse email, il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense qu'on peut La peut-être réponse n'est pas obligatoire, c'est ça que tu es en train de dire. La réponse n'est pas obligatoire, voilà. On n'impose pas justement de renseigner son adresse email. On se donne combien de temps pour répondre aux questions? Ben, je sais pas, Ça va être assez ça va être rapide. assez rapide, je pense. De toute façon, il vous reste globalement 20-25 minutes. D'accord. On est dans les clous. Donc on est 29, on est 30. Allez, je peux lancer. Sandra, est-ce que si quelqu'un nous rejoint en route, il pourra rattraper ou pas? S'il a tous les codes, oui. Très bien. Regarde, 31. Allons-y. Alors là, la première question, c'est juste de renseigner votre fonction. On peut mettre après de faire un petit tri sur... finalement, est-ce que votre fonction joue aussi un rôle dans les réponses? Donc là, pareil, vu que j'ai vu qu'on était une trentaine, je vais attendre que on monte à peu près une trentaine de réponses. Il aurait presque pu mettre une musique de fond. Oui, c'est vrai, on aurait pu penser à ça, tu as raison. On aurait pu mettre une autre musique. Si quelqu'un veut s'essayer au chant, c'est possible aussi. Alors ça, faut que tu m'expliques comment. Ça là? Le cercle... Non, je crois pas, non. Ah, certains de difficultés, c'est ça? C'est sur la connexion à l'application ou... Oui, il indique lève la tête, il n'y a pas de vote en cours pour le moment. Alors est-ce que... Ouais, non, comme j'ai lancé, normalement, vous devriez avoir l'application qui s'est lancée. Est-ce que vous avez bien la bonne URL /yopen en majuscule? C'est bon, voilà, 31, c'est bon. Ok, hop. Donc votre adresse email. Première alors, question. Est-ce que si jamais je peux cacher, non, tu sais? Ouais, si je débranche, vu qu'on est sur une connexion. Non, ça marche pas. Donc ça, c'est le genre de petit exercice qu'on fait avec nos étudiants quand on est en amphi, à distance. Pour les récupérer, on leur fait faire des petits quiz. Mais en fait, c'est ça. Et ça met un temps important. Non, on n'a pas de câblage. Voilà le problème. Monsieur Nicolas, en tout cas, voilà, Ouais, on a on votre bien, adresse bien email. repéré, là. Allez, je pense que là, on a toutes les adresses. Hop. Voilà. On commence par la première question. Donc là, bien sûr, l'idée, c'est de sélectionner une seule réponse. Tu vois que... Mais c'est marrant, ouais, par contre. D'accord. Par contre, sur l'autre, ça marchait pas. Okay. C'était bien, il y avait les diagrammes en bâton en temps réel, c'était sympa. Mais non, moi, tu les mets au dernier moment. Ouais. Non, mais là, on les affichera au on va dernier les moment. afficher au dernier moment. Ça entretient le suspense. Ouais. Et là, tu vois que comment tu vois que ils être là, juste là. Ok.
Alors ça, c'est très intéressant. Ah ouais. Bon, mais il reste un peu de boulot. Ouais, il y a encore du boulot, ouais. Quelque part, ces résultats ne sont pas très surprenants. Non. Quand on regarde aujourd'hui les derniers articles qui sortent, finalement, on s'aperçoit que bien souvent, l'innovation ouverte est déclarative. Elle est présente au sein de la stratégie, mais elle n'est pas transformée, elle n'est pas implémentée concrètement, organisationnellement, avec bien sûr une structure dédiée, alignée, qui met en mouvement finalement le discours stratégique. Donc, qu'on ait 28% de réponses sur l'innovation ouverte est intégrée à la stratégie, mais peut-être pas derrière expliqué et simulé par le management, ou peut-être pas démontré par des pratiques, c'est pas très surprenant. Et c'est notamment ce qu'on espérait en tout cas sur ces questions pour légitimer encore plus le travail de la chaire, bien évidemment. Parce que le travail de la chaire, ça va être beaucoup sur ces aspects-là, évidemment. Les aspects managériaux. Bon. On peut avancer. On avance, on peut passer à la deuxième. Ouais. Allez. Deuxième question. Pourquoi votre organisation a-t-elle recours à l'innovation ouverte? Pour ceux, bien sûr, qui ont recours à l'innovation ouverte. Attention à vos chuchotements micro parce que pour les gens à distance, ça s'entend comme si. C'est d'avoir une lentille quelque part sur l'innovation ouverte n'est pas nécessairement qu'externe, c'est-à-dire que l'organisation n'est pas seulement obligée de s'orienter vers l'écosystème externe pour innover de manière ouverte. On peut aussi être ouvert en interne. Et peut-être qu'aujourd'hui, on a des entreprises, alors là aussi, la réponse 2 n'est pas majoritaire, parce que peut-être, soit on sous-estime, soit on se persuade que les ressources internes ne sont pas suffisantes, ne sont pas équipées, outillées ou aujourd'hui psychologiquement engagées dans l'ouverture pour être performantes, ou bien peut-être qu'on a juste cette idée de la culture d'innovation ouverte ne se trouve qu'à l'extérieur de l'entreprise. Et ça, c'est un travail aussi de la chaire qu'on va essayer de mener. Regardez finalement si l'organisation en interne est mature pour générer de l'ouverture interne, et est-ce qu'elle est aussi mature pour profiter de l'ouverture externe. Ça veut dire combattre le fonctionnement en silo. Exactement, c'est ça. Et c'est se poser la question, y a-t-il aujourd'hui des incitations en interne pour aider les salariés à mieux collaborer? J'ai toujours un exemple en tête qui est Spotify, qui a aujourd'hui une organisation en termes de ressources humaines assez atypique, avec finalement des collèges de tribus qui sont orientés par grandes fonctionnalités numériques, à travers lesquelles on va avoir des squads qui vont être des petites équipes agiles qui vont fonctionner en autonomie. On va avoir aussi une organisation de chapitres de tribus pour partager sur des thématiques communes, explorer avec du coup des membres d'équipes de squads différentes. Et tout ça, en fait, crée une mixité, toujours basée sur le volontariat des individus, mais avec à disposition des outils, un agencement spatial, bien évidemment pas de structure physique des services ou des bureaux, et qui permet aux individus de se sentir capables de s'ouvrir et de collaborer au quotidien. Donc c'est un type d'innovation ouverte quand même un peu limité. C'est l'innovation ouverte en interne, ça dénature un peu le concept d'innovation ouverte. Elle peut être assez puissante quelque part. Surtout peut-être dans des entreprises qui ont vu leur croissance se faire par acquisition de justement d'acteurs, de compétences externes, et à ce moment-là, tout en faisant partie d'un même groupe, on a parfois affaire à des entités qui s'ignorent. C'est vrai, c'est ça, ou dans des groupes très diversifiés. C'est vrai que ce qu'on va essayer de regarder aussi dans la chaire, c'est en quoi peut-être la manière de mécaniser l'ouverture en interne pour innover nécessite peut-être de l'innovation managériale. Parce que le mode projet, ça a été introduit dans les entreprises justement pour casser les silos. Donc est-ce qu'on peut considérer que déjà passer en mode projet pour une entreprise, c'est déjà un peu se mettre en innovation ouverte? Oui, parce que quelque part, c'est de l'ouverture et de la collaboration. Hein, donc,
On passe à la question suivante. Hop. Parlons un peu de numérique. Alors cette question finalement elle est reliée au schéma sur le scope de la transformation, de la transition numérique, pour permettre d'identifier jusqu'à quel point on utilise dans vos entreprises les technologies numériques et pour quel type de finalité. Et là aussi, je ne suis pas forcément surpris de voir une majorité de réponses sur la réponse 1 et 2, dans la mesure où aujourd'hui c'est déjà une première étape assez simple pour optimiser ces process existants, que d'aller chercher des technologies numériques et de s'équiper avec. Par contre, derrière, est-ce qu'aujourd'hui votre entreprise pourrait faire plus? Est-ce qu'il y a un intérêt à faire plus? Et dans les dernières recherches, notamment en système d'information, finalement, ce qu'on remarque, c'est que l'organisation doit souvent autonomiser les salariés eux-mêmes, leur inculquer une culture exploratoire du numérique, que ce soit les salariés eux-mêmes qui procèdent à leur propre veille et que ce soit eux les forces ouvrières pour ramener les technologies à l'intérieur de l'organisation, questionner leur potentiel d'exploitation, questionner les possibilités de création de valeur, et ne pas forcément réserver ça à un service dédié, que ce soit un service de veille, un service DSI, etc. Des réponses qui peuvent mener à la réflexion du type il y a peut-être encore du chemin à faire. Est-ce que c'est possible d'aller plus vite? Allez, désolé si je frustre certaines personnes. Parlons culture, puisque ça faisait aussi référence à une question dans la salle tout à l'heure. Personnellement, ça me rassure, parce que ça veut dire qu'on a une utilité. Même une culture institutionnalisée. Parfait, donc majorité sur les 3 premières réponses avec plus de la moitié sur la deuxième. Je propose de passer à la suivante. Allez, hop. Hop. Y a-t-il maintenant une structure finalement qui matérialise l'innovation ouverte au sein de votre organisation ? L'aspect managérial est le point faible en fait. Non, ça va. Là, on a plus de variété. Très intéressant. Avec quand même une majorité sur l'approche discursive non réelle. On passe à la suivante. Oui. Hop. Dans quelle mesure votre organisation échange-t-elle des connaissances avec l'extérieur et à quelle fréquence? Ouais, c'est ce qu'on appelle la capacité partenariale. Intérêt ici de vérifier si la possible dynamique d'innovation ouverte au sein de votre organisation, est-ce qu'elle est plutôt épisodique, ponctuelle, ou est-ce qu'au contraire, vous en faites une dynamique récurrente, fréquente et de fond? Donc c'est en dehors des échanges traditionnels que peut avoir une entreprise.
On ne parle pas là de relations client-fournisseur spécialement, on ne parle pas des flux. Alors, sauf si ces relations client-fournisseurs elles sont- intègrent voilà, bien l'aspect l'innovation verte, bien innovation, sûr. Ok, on est bien sur le sujet. Ouais, complètement. Donc là, on voit bien qu'il y a voilà, une capacité partenariale bien développée chez la majorité des entreprises. Donc, l'ouverture se matérialise bien. Très bien. Hop, on va passer à la question suivante. Donc il n'y a plus que 2 questions. Voilà. Donc, parlons un peu des individus. Donc là, on est à l'échelle, ouais, effectivement, individuelle. Ici, on questionne aussi quelque part la Le soutien. conscience. Et puis le soutien. Voilà, la conscience managériale de l'exploitation de l'innovation ouverte à travers les individus et de l'existence ou non de mécanismes d'incitation et de soutien. Donc là aussi, majorité sur les 2 premières réponses, des aspects plutôt limités. Parfait. Et la 8e. Cette question elle est vraiment importante parce qu'elle montre souvent à des problématiques de désalignement dans les organisations. Le discours stratégique peut être sur l'innovation ouverte, on peut avoir des mécanismes organisationnels pour l'inciter, la mécaniser, l'orchestrer, mais dès qu'on en revient concrètement à des dispositifs contractuels de protection de la propriété intellectuelle, c'est là bien souvent qu'on bloque. À quel niveau on ouvre, comment on ouvre, sur quel type d'assets on va ouvrir, quel type de ressources. Et là, on touche vraiment du doigt un problème concret. Ouais. Et là, on reste sur de la gestion relativement classique. Tout à fait. Et alors, pour terminer ce questionnaire, on voulait vous proposer 2 petites questions ouvertes. Donc, je vais me permettre de passer à la première de ces 2 questions ouvertes sur finalement les forces de votre organisation. Donc, quelles seraient vos forces? Et la question suivante, c'est quelles seraient vos faiblesses? Très classique. Et on va sortir des nuages de mots? Oui. D'accord. Ah. Confiance. C'est le bas. Nanaka Takushi. Oui. Confiance. Confiance, management, culture. Ouais. On retrouve cette dimension humaine et relationnelle. Le 8 octobre dernier se tenait à Annecy-le-Vieux le salon Progiciel, et parmi les conférenciers, il y avait un professeur de philo de Gabriel Fauré qui s'appelle Emmanuel Delessert, qui nous a fait une conférence sur la confiance, justement, et qui a fait une conférence absolument brillante en parlant de la confiance en tant que sentiment et le fait de faire confiance, qui est un acte. Et c'était absolument, je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion un jour d'aller écouter ce prof, c'est vraiment remarquable l'analyse qu'il en a fait. Il parlait de la confiance justement dans les entreprises. Et l'acte de faire confiance. Ouais, c'est ça. C'est très éclairant en tout cas. Ouais. Comme, Et là, c'est vrai qu'au regard de ce résultat, c'est vraiment intéressant pour nous parce que
les aspects culturels, les aspects managériaux, et effectivement les aspects plus confiance individuelle versus confiance collective, c'est effectivement des dimensions qui sont aujourd'hui les moins étudiées dans le champ de l'innovation ouverte. Donc on va pouvoir, à mon avis, voilà, vraiment bien travailler ensemble, et je suis sûre que les travaux qu'on va pouvoir mener vont être source d'une forte valeur ajoutée, à la fois pour vous, mais aussi pour nous au plan académique. Et enfin, la dernière. Donc c'est plutôt les faiblesses. C'est vraiment peur. Il y a vraiment des trucs aussi individuels, tu vois. Le côté individuel qui ressort. C'est pas anodin que la confiance soit aussi élevée, que la peur soit aussi élevée. Organisation, du coup. C'est rigolo, hein. Ah oui. Vous êtes parfait, vraiment. Si on avait voulu manipuler, ça n'aurait pas été mieux. Ouais, c'est ça, hein. C'est dingue, hein. Et puis les peurs, encore une fois, je trouve que c'est intéressant parce que ça évoque les aspects psychologiques très très individuels. Voilà. Et pour nous, c'est une échelle qui est pertinente. Je pense qu'on peut arrêter là. Ok. Parfait. Bon. Merci à tous pour cette participation. Et enfin, pour conclure, Je vais le faire. si tu veux. Non, en fait, ça, pour conclure, on voulait simplement vous montrer ce schéma. Ça, c'est un des modèles, on va dire, de maturité les plus aboutis, qui pose de nombreuses difficultés, puisque vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un niveau stratégique et culturel qui est mis en perspective, et il y a toute la boîte noire, là, qui porte sur les dimensions plus organisationnelles, et évidemment managériales et individuelles, donc qui ne sont pas captées à l'heure actuelle. Et ce qui nous gêne aussi beaucoup, quelque part, dans ce modèle de maturité, c'est que tout se passe comme si on avait une espèce de hiérarchie d'entreprise, des traditionnalistes aux visionnaires. Et nous, ce qu'on souhaite à travers ce modèle de maturité, c'est surtout pas dire qu'il faut atteindre cet état-là pour être très performant, pour être le meilleur, etc. Parce que ça va justement à l'encontre du paradigme que nous, on cherche vraiment à étendre. Pour nous, il n'y a pas à être le premier et être visionnaire. Tout ça doit être surtout très cohérent avec votre formulation stratégique et avec, je dirais, les caractéristiques de votre business model. Donc nous, on n'est pas sur c'est forcément plus, quoi. Il ne faut pas pousser, le modèle de maturité n'a pas de sens si on essaye de dire, tiens, il y a un one best way. En fait, tout ce qu'on a essayé de vous dire avec Romain aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de one best way. Et nous, ce qu'on espère dans le cadre de la chaire, c'est trouver des configurations, quelque part, différentes configurations qui pourraient permettre d'aller sur justement cette performance, cette cohérence, et c'est ça qui nous intéresse. Voilà, il y a plusieurs configurations possibles, il n'y a pas un one best way, et on va essayer ensemble de voir justement quelles sont ces configurations-là. Donc voilà, donc en fait, quelques points encore pour résumer. Nous, notre chaire, c'est une proposition de lier innovation ouverte et numérique.
C'est un gros gap aujourd'hui dans la littérature, c'est un gros problème managérial et stratégique. L'innovation ouverte, on l'a évoqué en creux pendant cette masterclass, mais c'est un phénomène multiniveau, ce qui du coup complexifie les modèles et leur mise en œuvre, puisqu'on sait que les niveaux s'entrecroisent et chaque niveau a un effet sur le niveau supérieur. Et puis la dernière chose, c'est que au regard de ces grands gaps pour nous et des problématiques qui sont clairement posées pour vous, eh bien on pense qu'il est temps de lancer la première phase de la chaire Innovation ouverte. Et on aimerait encore remercier très très chaleureusement l'ensemble des mécènes qui nous ont fait confiance et qui vont nous ouvrir leurs portes dès début janvier pour vraiment mettre en œuvre voilà, cette grille et évidemment les recommandations qui vont avec. Donc merci beaucoup en tout cas. Vous êtes sur un planning de quelle durée sur 4 ans. 4 ans, mais disons qu'on va avoir déjà une première phase qui va être très très riche et qui va être déclenchée dès le mois de janvier. Pour des résultats quasi définitifs en juillet. Donc ça va aller assez vite en première étape. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui souhaitent intervenir, poser des questions, commenter? Excuse-moi Sandra, je suis désolée. Merci beaucoup pour vraiment tout ce que vous avez dit. Donc Nicolas Forestier, je suis vice-président valorisation de l'USMB. Et comme Rachel m'avait questionné au début et que j'ai travaillé pendant toute votre présentation, je tiens quand même à positionner l'USMB finalement par rapport à ce concept d'innovation ouverte. Il y a du boulot. Comment? Il y a du boulot en interne. Oui, mais c'est ce qu'on va dire, mais c'est pas étonnant comme il y a du boulot chez nos partenaires industriels pour aller aussi vers ces évolutions. D'abord, je me positionne à 2 niveaux. En tant que chercheur, si l'innovation ouverte, c'est du changement de paradigme, c'est du partage, etc., les chercheurs sont bien placés pour faire de l'innovation ouverte. Puis, si je me positionne en tant que vice-président chargé de la valorisation et donc de la mise en place de ces processus au sein de l'université, c'est un petit peu différent. Si je parle juste de la propriété intellectuelle, on a fait beaucoup d'innovation ouverte à l'université, tellement que d'ailleurs on ne protégeait rien, on laissait tout partir. Donc pour vous dire qu'on était ouvert à la base. Maintenant, on sait que l'université finalement effectue du transfert, donc on génère de l'API qu'on va mettre à disposition par différents processus à nos partenaires industriels. Et donc ça m'a intéressé parce que surtout quand vous avez parlé de la structure de valeur avec la gestion des flux, nous on est sur une gestion des flux, et ben on partage, et puis on espère qu'en retour, finalement, ce partage va nous ramener de la propriété, pas de la propriété intellectuelle, en tout cas des connaissances, pour pouvoir développer encore. Et puis, quand il s'agit de mettre en place les processus, j'ai retrouvé, René, vous avez dit quelque chose de très juste, en tout cas qui m'a bien éclairé, c'est une boîte de mécatronique qui veut aller chercher un ingénieur dans le domaine du numérique. Bah, finalement, il a du mal parce que l'ingénieur en numérique va se retrouver un peu comme azimuté là, dans cette boîte. En gros, c'est ce que vous interrogez, c'est la transdisciplinarité que nous, on interroge. On est une structure universitaire avec des laboratoires qui travaillent en silo et on sait que maintenant, il faut les faire travailler plutôt en réseau. Et ça, c'est une difficulté. Et quand Rachel, tu dis il y a du boulot, en effet, il y a du boulot. Et c'est notamment un des gros travaux qu'il y a à faire et sur lequel eh bien, on essaye d'amener des réponses. En tout cas, ça rejoint ce qu'on a dit, il faut changer les mentalités. D'un côté et de l'autre, c'est les mentalités qu'il faut changer. Voilà. Et ça rejoint le domaine psychologique. Il y a des chercheurs qui sont prêts à partager des choses, il y en a d'autres qui vont garder leurs résultats toute leur vie et simplement les publier dans des journaux extrêmement précis, alors que peut-être il y avait des potentialités pour pouvoir les transférer. Enfin, et ça m'a beaucoup intéressé, c'est que là, vous avez parlé de plateforme. Ben, nous aussi, on parle de plateforme. Et on parle de plateforme au-delà. Alors, plateforme modulaire, modulable. C'est-à-dire qu'on ne doit plus voir les plateformes comme appartenant justement à ces silos, mais comme une plateforme complètement modulaire qui puisse répondre eh bien, à des problématiques diverses, pluridisciplinaires, en prenant une partie des plateformes de l'IREJ que
que l'on va coller avec des plateformes de psychologie expérimentale, par exemple, pour justement aborder ces problèmes-là. Donc tout ce que vous avez dit vraiment m'a intéressé parce que j'ai retrouvé des actions que l'on mettait en place en interne pour effectuer notre transformation et pour vous accompagner également. Quand je dis vous accompagner, c'est vous, partenaires, pour vous accompagner dans le même sens. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est quand même plus facile si nous-mêmes, on est capable d'accompagner et d'accepter l'innovation ouverte de nos partenaires que si on restait dans un positionnement bien différent. Je te remercie pour cette intervention, Nicolas. Moi, ce que je trouve effectivement très important à l'université, d'ailleurs depuis que tu as pris ces fonctions où il y a eu une vraie accélération, c'est qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte de nos faiblesses. Et une de nos faiblesses, c'est qu'on était dans un processus d'innovation ouverte, mais qui n'était pas du tout justement géré. Et c'est quand j'ai débuté ma présentation, je vous ai dit, là où il faut être vraiment voilà, très conscient de la chose, c'est qu'on ne peut pas ouvrir si on ne gère pas. Et depuis déjà une bonne dizaine d'années, on va dire, l'université s'est dotée de vice-présidents, d'une politique en matière de valorisation et également de partenaires qui effectivement nous aident à gérer nos flux de connaissances et quelque part à améliorer notre impact. Nous, on va parler d'un impact plutôt social, sociétal, mais ça a le mérite d'exister. Et je pense que le prochain challenge, c'est exactement celui dont tu parlais, mais qui est largement apparu aussi dans les slides, c'est la multidisciplinarité, la pluridisciplinarité qui, à notre sens, enfin, on a beaucoup de choses qui sont travaillées en recherche là-dessus, qui est vraiment l'idée d'aller chercher de la connaissance au croisement, au-delà des frontières et au croisement en fait, des industries, des métiers, des fonctions, etc. Et des disciplines, bien sûr. Ouais. Oui, bonjour, Romain, Rachel, Fred Crétinan, Salomon. C'est pas une question, c'est juste une réflexion sur j'étais surpris de voir la quantité, ou du moins le pourcentage d'entreprises qui échouaient dans la transformation digitale, et de me remémorer un article que je lisais sur les mots changement, transformation ou métamorphose, et de connecter peut-être cet échec au mot transformation, qui implique une évolution d'un point A vers un point B, c'est-à-dire en fait qu'il y a une ligne continue, et on arrive à un point B avec toute l'histoire de la personne, de la société, dans lequel en fait on évolue. Et j'aimais bien ce mot métamorphose, parce qu'il induit une rupture. Le ver s'est métamorphosé en papillon, et la programmation, les fonctions du papillon sont vraiment différentes de celles du ver. Oui, tout à fait. Et je me posais la question de savoir si l'individu que l'on voulait s'inscrire dans cette transformation, il ne devait pas au contraire subir plutôt une métamorphose, c'est-à-dire une reprogrammation, plutôt qu'une évolution de son état A vers un état B. Ouais, c'est très juste hein, cette réflexion sur la métamorphose, et c'est un peu aussi l'idée justement qui est amenée aujourd'hui en management de l'innovation sur les dynamic capabilities en fait, parce que les dynamic capabilities, c'est vraiment des compétences de recombinaison, de reconfiguration, complètement. Et quelque part, on retrouve cette idée de métamorphose. Moi, j'aime beaucoup cette image. On est en train de chercher un logo. Alors, si tu nous le permets, peut-être qu'il faudra qu'on réfléchisse autour de cette idée de métamorphose pour nous inspirer. Mais c'est très juste, hein, merci beaucoup. Et puis j'ai un point aussi peut-être de complément à propos de l'échec. Il y a des collègues de la chaire Audencia là, qui ont sorti une étude très récente et qui montre quelque part qu'il y a une majorité de dirigeants qui considèrent que que cette idée de transformation elle est fondamentale pour leur survie et leur performance. C'est 85% des dirigeants. Et en même temps, quand on regarde concrètement ce qui se passe dans l'entreprise, cette idée de transformation, elle va être une priorité stratégique pour seulement 15% d'entre eux. Ouais. Donc on voit bien aussi que là, il y a un énorme écart entre la rhétorique, Sandra est là, elle connaît bien ces modèles, la rhétorique et puis de l'autre côté, la réalité. La conscience de la nécessité. Et ça, c'est aussi un... Ouais. Voilà, c'est ça.
Mais ça pose quand même la grosse question des ressources humaines présentes dans l'entreprise. Hein. Quelle capacité, c'est ce que tu disais, les capacités à se transformer. C'est quand même des profils qui ne sont pas courants. Ce n'est pas la majorité des personnels. Tout à fait. Ça pose quand même un sacré problème d'évolution du profil des ressources humaines au sens large. Il y a une question? Quid du nuage Non, du nudge. C'est Dominique Créziac peut-être qui a posé cette question. Pour aider à la transformation. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Armand? C'est une bonne Quid du nudge. Le nudge, alors dites ce que c'est que le pour nudge. aider à la transformation. Bah, le nudge, c'est, comment dire, par exemple, quand on est dans un aéroport et qu'il faut bien faire pipi dans les toilettes, et ben on va mettre une mouche dans les toilettes, comme ça les garçons ils vont viser pour atteindre la mouche. Et du coup c'est tout propre. Quel exemple hein? Donc pardon. Exemple très bien choisi. Voilà. Et donc du coup pour moi le nudge c'est ça, c'est quelque part. J'ai pas la définition parce que c'est les marketeurs qui travaillent sur le nudge. Moi je suis pas en marketing, mais je trouve que donc quelque part c'est voilà c'est d'utiliser une astuce, quelque chose qui j'ai pas le. Métaphoriquement, c'est tout simplement l'expression d'une vision. Ouais. D'un but. Ouais, voilà. Alors, est-ce que la question portait plus sur l'aspect marketing? Parce que ça peut être ça aussi. Ça peut être de se dire, on fait une transformation, enfin voilà, on est impliqué dans cette transformation, mais on peut peut-être, avec l'aide de gadgets, de choses un peu plus ludiques, embarquer les gens. Hein. Et on sait par exemple que sur les très gros projets de transformation en termes de responsabilité sociale, moi j'ai l'exemple aussi qui est très parlant. De la SNCF qui au départ, quand ça remonte à des années en arrière, il voulait en fait intégrer l'idée d'achat responsable. Et en fait, ils ont fait jouer les acheteurs pendant 1 an en les emmenant voir des documentaires, en leur proposant des jeux, du divertissement et en passant en fait de manière totalement, je dirais, sur des choses beaucoup plus de vulgarisation, d'imprégnation en fait, sans du tout amener l'aspect stratégique au départ. C'était vraiment de jouer sur effectivement, de développer leur sensibilité en fait, à l'environnemental par le jeu, par le divertissement. Donc est-ce que c'était ça la question? Je sais pas. Est-ce que l'école de maturité ne peut pas être un nudge justement? Voilà, c'est une très bonne chose. Donc Sandra dit, est-ce que l'étoile de maturité ou le modèle de maturité ne peut pas être un nudge? Évidemment, oui. Moi, clairement, pour moi, c'est ça. Hein. Et quand j'ai dit qu'un des avantages, c'était aussi d'embarquer les gens, de les engager et de développer leur dynamic capabilities, typiquement, c'est ça. Donc, c'était quoi, là? Ah ouais, de changement de comportement. Je suis désolée, mais on va devoir, cette fois-ci, et c'est la dernière, on va devoir interrompre et clore cette masterclass. Merci à vous tous de votre participation, ici ou ailleurs. René, merci infiniment pour ta contribution. Rachel et Romain, vous fûtes bons. On le dit, on l'affirme même. Bravo, bravo à vous tous. Et merci. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, Cécile ?